Voilà, je vais essayer de dresser un espèce de paysage de la situation énergie et climat, et notamment du rôle des renouvelables, de l'électrification et puis de l'hydrogène. C'est un thème que nous avons arrêté ensemble. J'ai été amené à m'intéresser à ça à l'agence il y a déjà 4 ans, quand on a réfléchi à ce qui se passait dans nos schémas, quand on a regardé les secteurs pour lesquels il continuait à y avoir beaucoup d'émissions. Et dans nos schémas scénario 2 degrés, à longue échéance, 2050-2060, on voit qu'il reste beaucoup d'émissions du transport et de l'industrie. Ce sont les deux secteurs où il est difficile de réduire les émissions. En gros, les émissions du secteur de la production électrique sont supposées avoir disparu. Les émissions des autres secteurs de transformation, c'est-à-dire en fait les raffineries, sont supposées être négatives parce qu'on aura au fond plus de biocarburants que de carburants fossiles. Il reste un peu d'émissions dans les bâtiments, mais quand même pas grand-chose. Voilà, le sujet, c'est les transports, c'est l'industrie. Et je n'étais pas très satisfait de ce graphe parce qu'il repose quand même essentiellement sur énormément de capture et stockage du CO2. Et on ne le voit pas se développer. Et on voit beaucoup d'incertitudes quant à son développement. Donc la réflexion a été la suivante, puisqu'on a peut-être beaucoup de renouvelables à disposition, que les coûts s'effondrent, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces renouvelables pour trouver d'autres options pour réduire nos émissions, améliorer la qualité de l'air en ville, remplir nos objectifs énergétiques, mais en même temps nos objectifs climatiques, autrement que par cette espèce de solution de dernier recours qui est capturer les émissions, les stocker par des milliards de tonnes, ce qui paraît un peu invraisemblable. Et pour ça, il faut regarder où on pourrait faire porter l'accent pour réduire davantage, plus vite, plus avant les émissions. Et donc on a trouvé l'industrie et les transports. Et comme beaucoup de gens s'occupaient des transports, j'ai décidé de m'occuper d'industrie. Et voilà, je vais y revenir dans un moment. En attendant, je vais vous parler d'abord un tout petit peu des renouvelables. Dans notre rapport sur les marchés des énergies renouvelables 2018, on parle beaucoup de bioénergie parce que ça reste quand même le géant oublié. Hein. C'est la moitié des énergies renouvelables utilisées aujourd'hui en quantité d'énergie, c'est la bioénergie moderne. Hein. Je ne parle pas de la bioénergie classique à l'ancienne, qui est encore beaucoup plus importante, malheureusement, parce qu'elle a beaucoup d'effets délétères sur la santé des populations ou leur temps de travail et des choses comme ça, la qualité de l'air intérieur des locaux. Mais la bioénergie moderne, qui est beaucoup moins polluante, représente la moitié de l'apport des énergies renouvelables au bilan énergétique. Une des raisons, c'est parce qu'on en trouve dans l'électricité, beaucoup dans la chaleur et aussi un peu dans les transports. Toutes les autres, c'est presque essentiellement de l'électricité. L'hydraulique est la deuxième, et puis derrière arrivent les nouvelles énergies renouvelables que sont l'éolien et le solaire et les autres. Et vous voyez ici que c'est voilà, vraiment sur l'électricité qu'arrivent les choses nouvelles. Dans la chaleur et les transports, on a maintenant des biocarburants et puis surtout de la bioénergie. Alors si on regarde en part du bilan énergétique global, ou en part d'abord des consommations totales d'énergie par secteur, le bilan est un peu différent. Dans l'électricité, on progresse assez vite. Hein, on est parti en dessous de 20%, on va arriver à 30% d'ici 2023, dans notre prévision à 5 ans. Donc ça progresse régulièrement, jamais assez vite, mais ça progresse assez vite. Alors que dans la chaleur, la progression est plus lente. Et puis en valeur absolue, c'est plus élevé, mais en part, c'est plus petit. La chaleur, c'est beaucoup plus que l'électricité dans le bilan énergétique. Et puis, en tout cas, en énergie finale. Et puis, dans les transports, c'est aussi assez lent. Voilà. Donc, on n'est pas dans une situation mirifique et satisfaisante. Là, on n'est pas sur le chemin qui mène à la réalisation de nos objectifs climatiques. Ça, c'est la part moyenne, tout secteur confondu. Cela dit, ça progresse assez vite. Et est-ce qu'on peut avoir le son ? Voilà, super.
Voilà, je voulais vous faire profiter de ce petit film qu'on a fait l'an dernier sur le bilan de l'année 2016. L'année 2017 a été encore meilleure pour les énergies renouvelables électriques en tout cas. Donc on va dans le bon sens, même si on n'y va pas assez vite. En même temps, on fait aussi des progrès quand même sur les autres formes d'énergie renouvelable. Et ici, j'ai une photo, enfin un schéma pris d'une usine qui fait de la chaleur solaire, de la vapeur solaire directe. Alors, je dois l'avouer, c'est une usine qui va faire de la vapeur solaire pour faire de l'extraction augmentée de pétrole. Donc, mais ça va remplacer du gaz naturel, qui est aujourd'hui brûlé en quantité massive pour faire cette vapeur qui sert à extraire plus de pétrole. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, malgré tout, c'est voilà, qu'on arrive maintenant, il y a eu des changements technologiques dans ce qu'on appelle le solaire thermodynamique à concentration, et on arrive à faire des choses assez aériennes. Et c'est une centrale qui fera 1 gigawatt thermique quand elle sera terminée. Les premières tranches sont entrées en service, mais elle fera jusqu'à 1 gigawatt thermique. Et la société est en train d'en construire une autre en Californie qui fera 850 mégawatts thermiques, donc c'est pas totalement négligeable. Donc on arrive à faire des choses nouvelles qu'on n'arrivait pas à faire il y a quelques années. Cela dit, quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie, on voit qu'il y a des besoins de chaleur très importants, mais on voit aussi que finalement la solution, ou une grande partie de la solution, ça va être avec l'électrification. Et l'électrification, ça va se passer de deux façons. Une façon directe. Donc ici, on a un petit schéma qui montre ça. On va aller dans l'industrie, mais aussi dans les transports et les bâtiments avec un mélange de solaire et de vent, et puis des centrales thermiques d'équilibrage. On verra après ce qu'elles pourraient brûler dans l'avenir. Ça va être l'électrification directe, c'est la plus importante. Et puis, on aura aussi une électrification indirecte via l'hydrogène pour certains transports. Dans l'industrie, où on utilisait 80 millions de tonnes d'hydrogène par an à peu près, et y compris dans les centrales thermiques, voire les bâtiments. Je ne vais pas présenter les bâtiments, je vais y venir. Y compris dans les centrales thermiques. Ici, vous avez le dessin, la photo d'une triple usine de centrale à gaz à cycle combiné aux Pays-Bas qui va être convertie pour tourner à l'hydrogène d'abord et à l'ammoniac ensuite. Donc tout ceci est possible. Je vous expliquerai plus avant la transformation de l'hydrogène qui est nécessaire pour pouvoir le transporter et le stocker facilement. Le facteur dominant là-dedans, c'est évidemment la baisse drastique des coûts des renouvelables. Alors, on a vu ça avec l'éolien terrestre. Ici, vous avez les coûts d'après les enchères. Et d'après les enchères, on a une compétition féroce et donc on a des coûts qui sont nettement inférieurs aux coûts qu'on voit dans les pays où il y a encore des systèmes d'aide de type feed-in tarif. Dès qu'on introduit les enchères quelque part, on voit que les coûts s'effondrent assez substantiellement. Et ça permet aussi de voir quels vont être les coûts des choses installées dans les 5 prochaines années, parce que c'est déjà passé dans les enchères aujourd'hui. Et donc même s'il y a un peu de déchets, même s'il y a quelques projets qui n'arriveront pas parce qu'ils ont, par exemple, fait des projections trop basses, en gros, on peut être assez confiant que ça va être les coûts de ce qui sera installé dans les 5 prochaines années. Donc on a une bonne visibilité sur les coûts actuels et futurs des différentes technologies. Donc ici, on a l'éolien terrestre. Ici, on a l'éolien maritime. Donc là, la baisse des coûts est spectaculaire. Et puis, ici, on a le photovoltaïque. Et le photovoltaïque, on est passé... Alors, si je prends sur 10 ans, on aura une division par 8 du coût du photovoltaïque à peu près. Donc, c'est quand même un effet majeur. Le photovoltaïque a traversé tout le champ des possibles en passant de l'électricité la plus chère à l'électricité la moins chère. Voilà en gros ce qui s'est passé en 10 ans sous nos yeux. Ça va tellement vite que nos publications sont toujours en retard sur le phénomène et nos projections aussi. Alors évidemment, ça vous l'avez vu dans le petit film, ça veut dire des parts d'énergie renouvelable croissantes, donc des problèmes d'intégration qui vont surgir. Je ne vais pas les détailler ici. Ici, vous voyez que pour la plupart des pays, ça va être en fait, c'est déjà l'éolien qui a dominé. L'éolien est arrivé plus tôt. Et puis en Europe, en tout cas, qui est un peu leader dans le domaine, en Europe, c'est l'éolien qui va continuer de représenter les principaux bataillons, parce qu'on a du vent en hiver quand la demande d'électricité est élevée, alors que
On a du soleil plutôt en été quand notre demande d'électricité est minimale. Dans les pays chauds, c'est plutôt l'inverse. On a une demande l'été qui est tirée par la climatisation et on a une très bonne disponibilité du solaire à ce moment-là et pas souvent ou pas toujours du vent. Donc les proportions s'inversent. Donc ici, on voit qu'on a par exemple essentiellement de l'éolien, sauf la slide est incomplète, sauf en Thaïlande et en Italie. Voilà, et quand on regarde la projection, on voit que ça va continuer à augmenter et on va arriver à 60% au Danemark, 60% d'énergie renouvelable variable. C'est très important de noter ça. On pourrait avoir la cruauté de rappeler les prédictions apocalyptiques des gérants des compagnies d'électricité il y a 20 ans qui disaient on ne pourra jamais dépasser 1% ou 5%. Voilà, on va être à 60% au Danemark, on va être à 25% et au-delà dans un certain nombre de pays d'Europe. Voilà, donc on y arrive. C'est plus facile si on a de l'hydraulique pour s'appuyer dessus, mais on y arrive très bien. Je ne vais pas détailler tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Je vais revenir à l'industrie, parce que c'est notre sujet majeur pour les années qui viennent, si on veut développer des choses nouvelles et avancer plus vite dans la décarbonisation. Et donc, d'abord, on a plusieurs façons de décarboniser l'industrie. La première, la plus simple, c'est de prendre des résistances et de les plonger dans les bouilleurs, dans les fours, et de les utiliser, c'est pas cher, et de les utiliser quand on a de l'électricité pas chère, donc de bénéficier des surplus d'électricité variables. C'est la première chose. On le fait sans supprimer l'ancien système fossile, mais on prend une part au fossile. Mais il faut aller beaucoup plus loin et on a surtout un ensemble de technologies électromagnétiques extrêmement intéressants pour chauffer, durcir, fondre, etc., qui peuvent s'appliquer à beaucoup de choses, y compris au ciment, y compris à l'acier, etc. Donc c'est très important de maîtriser l'ensemble de ces technologies et j'espère que c'est une des choses que vous faites ici, de développer ces technologies électromagnétiques. C'est vraiment un sujet d'avenir pour l'industrie. Alors, la compétition est sévère parce que le gaz est pas cher en particulier, ou dans certains pays, c'est le charbon. Ceci dit, on a souvent une efficacité énergétique tellement plus grande avec l'électricité, où on va chauffer directement le matériau au lieu de chauffer l'air qui entoure le matériau, et ensuite de chauffer le matériau par convection, ce qui n'est quand même pas très efficace, etc. Donc on gagne souvent sur la durée des procédés. Il y a des choses qui se faisaient en plusieurs heures qui se font maintenant en plusieurs minutes quand c'est électrique. Donc on a des bénéfices secondaires extrêmement importants. Et vraiment, c'est l'avenir de l'industrie, c'est ça. Et puis évidemment, pour tout ce qui est basse température, c'est la pompe à chaleur et la recompression mécanique de vapeur qui doivent permettre aussi d'éviter de gaspiller des fossiles et de transformer profondément l'industrie où qu'elle soit. Alors, l'hydrogène, là-dedans, est pour moi secondaire par rapport à l'électrification, mais malgré tout, c'est un sujet important. La production d'hydrogène par électrolyse devient économique si on a de l'électricité bon marché. On l'a fait figurer ici, en fonction du facteur de charge des électrolyseurs. Donc, on voit que quand on a un bon facteur de charge, on n'est pas obligé d'aller vers 8760 heures, c'est pas du tout nécessaire de faire du base load. Quand on a 50% de facteur de charge, on a un très bon rendement économique des électrolyseurs. Les électrolyseurs ne sont pas si chers que ça. J'entends tous les jours des gens me dire oui, on va y arriver quand on va baisser le prix des électrolyseurs. Et je leur dis toujours non, c'est pas le prix des électrolyseurs le problème. C'est pas un problème, ça coûte la même chose qu'une centrale à gaz et on a des centrales à gaz qu'on construit pour marcher 2000 heures par an ou 1000 heures par an. Donc ça n'est pas le problème. Quand on a des facteurs de capacité élevés, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est le coût de l'électricité. Là, on est à 30 $, 25 € le mégawattheure. C'est ce à quoi on arrive aujourd'hui au Mexique, en Arabie Saoudite, au Maroc pour le solaire ou le vent. Et là, on peut être nettement compétitif avec le reformage vapeur du gaz naturel, qui est aujourd'hui une des grandes sources de production d'hydrogène dans le monde, avec des émissions associées. Vous savez qu'on fait 80 millions de tonnes d'hydrogène dans le monde et ça représente à peu près 1 milliard de tonnes de CO2, parce qu'on utilise du gaz naturel, donc c'est 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène, mais ensuite on utilise aussi du naphta et puis on utilise du charbon, et quand on le fait avec du charbon, le taux d'émission est nettement supérieur. J'ai dit une sottise, je te vois froncer les sourcils, ça m'inquiète. Hein?
Ah bah oui, si, c'est à peu près ça, ouais. 1 milliard de tonnes, en gros. 3% des émissions. Voilà. Donc, quand on a de l'électricité bon marché, on y arrive. Quand on a de l'électricité relativement bon marché, mais 2 fois plus cher, 2 fois un peu plus, eh bien, on n'y arrive pas. On n'est pas compétitif et ça reste moins cher de faire de l'hydrogène avec le gaz naturel, y compris si on capture et on stocke le carbone, en théorie, à condition qu'on arrive à le faire. Mais voilà, donc c'est important parce que dans les scénarios de l'AIE, vous trouverez encore énormément de capture et de stockage du CO2, y compris pour faire l'hydrogène. On est libre d'y croire ou pas. On est libre de penser que, en fait, les renouvelables vont bientôt enfoncer les solutions alternatives largement, pas exclusivement, pas. Il y aura de tout, mais ça va être. Il y a aussi une nouvelle technique émergente qui est le méthane splitting, où on coupe le méthane en deux et on a d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté du carbone solide, qui peut par exemple être du noir de carbone, qui a une valeur économique, etc. Bon, mais voilà, si on a de l'électricité vraiment bon marché, les électrolyseurs, c'est la solution. Alors, j'ai une courbe de plus encore, c'est si on a de l'électricité quasi gratuite, hein, les fameux surplus d'électricité chez nous. Oui, on peut faire ça peut être compétitif même avec des facteurs de charge peu élevés. Là, si on a des électrolyseurs peu coûteux, là j'ai quand même pris une hypothèse d'électrolyseur. C'est valable pour des électrolyseurs de grande taille, alcalins, c'est pas valable pour des PEM de petite taille, etc. On peut y arriver. La question est de savoir si on va investir pour faire de l'hydrogène dans des conditions où on ne sait pas si une année on va faire 1000 heures et l'autre année 500 heures et l'autre année 1500. Voilà, c'est un peu compliqué quand même d'investir dans ça. Et en tout cas, on n'en aura pas assez si on fait ça. Donc cette idée qu'on va essentiellement faire de l'hydrogène pour stocker nos surplus d'électricité renouvelable, sans dire que ça ne va pas se passer comme qu'il n'y en aura pas, nous on a tendance à penser que ça ne va jamais suffire, puisqu'il faut décarboner l'ensemble du système énergétique et que l'électricité n'y suffira pas dans tous les usages. Voilà, donc il faut peut-être aller chercher l'énergie dans les endroits où il y en a beaucoup. Alors il y en a beaucoup en Chine et aux États-Unis. En Chine, loin des centres de consommation. Aux États-Unis, pareil, c'est un peu entre les deux côtes. Il y en a beaucoup, évidemment, en Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Australie, au Chili, en Patagonie. Voilà, il y a des endroits dans le monde où il y a quand même de l'énergie très abondante, solaire ou éolienne, ou les deux. Au Maroc, il y a les deux, etc. Donc on peut avoir des facteurs de capacité très élevés, avec des coûts très bas dans ces régions. Et si on pouvait transporter l'électricité, on le ferait, mais c'est très compliqué sur des très longues distances. Mais on peut transporter l'hydrogène, on va y venir, c'est compliqué aussi, mais il y a d'autres façons de transporter l'hydrogène que le gaz hydrogène. Voilà, donc ici une autre façon de regarder les mêmes coûts avec un peu plus de détails. Vous avez le Steam Methane Reforming et le CCS à gauche. Vous avez le lignite, parce que c'est ce que les Australiens veulent faire dans l'État de Victoria. Ils ont des ressources de lignite importantes et ils veulent faire du CCS. Et on voit que c'est à peu près le même coût. Ici, on a du PV et de l'éolien avec 50 $ le mégawattheure et avec 30 $. Et on voit qu'il faut arriver vers 30 $ pour vraiment être compétitif avec les autres solutions. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet hydrogène ? Tous les jours, on lit dans les journaux, l'hydrogène, c'est pour les voitures à pile à combustible. Bon, et tous les jours, j'entends ça aussi à l'agence et partout. Et en fait, on pense que c'est un usage tout à fait minoritaire. D'ailleurs, si on regarde le plan japonais, par exemple, pour l'hydrogène, on s'aperçoit que même dans le plan japonais, les 800 000 voitures à pile à combustible anticipées pour 2030, eh bien, ça va consommer beaucoup moins d'hydrogène que les centrales électriques japonaises à ce moment-là, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à redémarrer leurs centrales nucléaires. Les renouvelables sont chers au Japon, donc ils veulent importer massivement des combustibles hydrogène pour faire marcher leurs centrales thermiques. Voilà, il ne faut pas se tromper sur le plan japonais, et on entend trop peu expliquer. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hydrogène vert ? D'abord, les usages industriels, il faut verdir les usages industriels. C'est le grand mérite du plan Hulot d'avoir mis comme axe premier verdir l'hydrogène industriel aujourd'hui utilisé. Avant de chercher à créer des nouveaux marchés pour l'hydrogène, il faut verdir les marchés actuels. Il n'y a que la moitié du boulot à faire, l'autre moitié est déjà là. Et donc, le premier usage de l'hydrogène aujourd'hui, c'est faire de l'ammoniac. L'ammoniac est utilisé surtout pour faire des fertilisants, aussi des explosifs pour les mines. Voilà, il faut inventer des explosifs verts. Je pense que ça va plaire à Bernard.
Et les engrais verts. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais si on est tout biologique, on n'a plus besoin d'engrais. On n'y est pas, peut-être qu'on y sera, je ne sais pas, on peut discuter. Toujours est-il qu'on va sûrement utiliser encore pas mal d'ammoniac pour amener de l'azote aux plantes, et tant qu'à faire, autant le faire sans émettre en plus des émissions des gaz à effet de serre. Le deuxième usage, c'est les raffineries, donc c'est utilisé pour la désulfuration, la conversion profonde, etc. Et puis il y a un usage potentiel extrêmement important, c'est-à-dire de même nature, de même taille que tous les usages actuels de l'hydrogène, et c'est l'usage en aciérie. En aciérie, vous savez qu'il y a deux techniques. Il y a la filière hydrogène, où on prend des blast furnaces, je ne sais même plus comment on dit en français, et puis voilà, et on utilise le coke pour réduire le minerai de fer. Le problème, c'est de réduire le minerai de fer. La moitié des émissions de CO2 dans l'aciérie, ce n'est pas des émissions liées à l'usage de combustibles fossiles pour l'énergie, c'est des usages liés à l'utilisation de combustibles fossiles comme un feedstock ou un reactant, un agent de procédé qui sert à enlever l'oxygène du minerai de fer, des minerais de fer. Et l'autre filière qui existe déjà, c'est la filière réduction directe du fer, où ça se fait avec du gaz de synthèse, qui provient généralement du gaz naturel, et ça va ensuite avec l'acier qu'on recycle dans des fours à induction électrique, ou des fours à arc, pardon. La plupart du temps, c'est des fours à arc. Voilà, et c'est l'autre façon de faire de l'acier. Eh bien, si on s'appuie sur cette façon-là et on remplace le syngas, qui est un mélange de CO et d'hydrogène, par de l'hydrogène pur ou quasi pur, qui vient venir des renouvelables, eh bien, on peut faire de l'acier pratiquement sans émission de CO2. Voilà, c'est une grande nouvelle, mais ça demandera beaucoup, beaucoup d'hydrogène, évidemment. On peut aussi faire de l'ammoniac, en plus des usages industriels actuels de l'ammoniac, pour utiliser l'ammoniac comme un combustible ou un carburant. On pense en particulier au transport maritime, aux centrales thermiques et à certains usages industriels. Et puis, on peut évidemment utiliser du gaz d'hydrogène, faire du méthane de synthèse, faire du méthanol, faire des hydrocarbures synthétiques. Ça pose le problème, sauf pour l'hydrogène pur, ça pose toujours le problème de d'où vient le carbone et où est-ce qu'il va. Est-ce qu'on a raison de recycler du carbone? Est-ce qu'il faut le prendre dans l'air ou est-ce qu'on peut accepter de recycler du carbone d'origine fossile qu'on a capturé? Si oui, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux en utilisant directement l'hydrogène pour éviter d'avoir ces émissions, ce qui est le cas. J'ai vu des propositions où on allait utiliser de l'hydrogène pour combiner avec le carbone capturé dans des usines d'ammoniac. C'est complètement crétin parce qu'on a 2 usines de trop, si j'ose dire, alors qu'on peut utiliser l'hydrogène pour faire directement l'ammoniac et brûler le gaz naturel, tant qu'à faire. Si c'est pour finir par brûler du gaz naturel, autant le prendre comme il est et non pas le détruire puis le reconstruire. Mais c'est une proposition sérieuse qui a été faite. Donc voilà, faut éviter de faire des bêtises quand même. Et puis, dernier point, c'est augmenter la production de biocarburants. Et ça, je dois dire que c'est très, très séduisant. C'est-à-dire que quand vous avez votre biomasse aujourd'hui, vous faites des biocarburants. C'est pareil pour le biogaz d'ailleurs. Vous avez un flux de CO qui va être utilisé pour faire les biocarburants, puis vous avez un flux de CO2 qui va être remis à l'atmosphère. Si on avait plus d'hydrogène et aussi un peu d'oxygène, et ça tombe bien avec l'électrolyse, on a les deux, eh bien, on pourrait produire plus de biocarburants à partir de la même quantité de biomasse. Donc, à la fois, on résout la question de la neutralité du carbone utilisé, puisque là, il est pris dans l'atmosphère, dans des électrofuels, et on résout la question de la compétition de la biomasse avec la diversité biologique ou avec la production alimentaire. Enfin, on les résout pas forcément, mais à quantité égale de biomasse utilisée dans l'énergie, on a 2 fois plus de produits carbonés avec un carbone neutre pour substituer aux combustibles fossiles ou aux carburants fossiles. Donc c'est quand même une avancée extrêmement importante et intéressante. Voilà, alors par ça, quand on peut se passer du carbone, on s'en passe, et avec l'ammoniac, on se passe du carbone, parce que quand on fait de l'ammoniac, on prend de l'hydrogène, on prend de l'azote dans l'air, et on fait de l'ammoniac, et l'ammoniac se stocke et se transporte de façon courante aujourd'hui. C'est facile parce qu'il est liquide à moins 33 degrés, c'est pas les moins 253 degrés de l'hydrogène liquide. Il reste liquide à 10 bars à peu près. Donc voilà, et c'est fait de façon industrielle depuis plus d'un siècle, donc on sait faire, et on peut l'utiliser encore une fois comme matière première, comme agent réducteur en sidérurgie, et comme combustible et carburant. Carburant, en tout cas pour les... C'est toxique, c'est quand même un peu toxique, l'ammoniac, il faut bien le dire. Et donc, on hésite à dire on va les mettre dans la voiture de tout le monde.
Par contre, dans le bateau porte-container, oui, sans hésiter, parce que là, on n'a pas de meilleure solution. Et puis, c'est un milieu quand même industriel, contrôlé, etc. Pour information, il y a des milliers d'agriculteurs aux États-Unis qui manipulent de l'ammoniac tous les jours parce qu'ils le mettent directement dans le sol comme un engrais. Dans l'État de Iowa, il y a 800 points de distribution d'ammoniac liquide, anhydride pur, pour les agriculteurs qui mettent ça sur leur tracteur et qui ensuite le mettent dans le sol. Donc, ce n'est pas non plus l'abomination de la désolation comme produit. Les gens qui ont fait des études de danger disent, au fond, c'est dangereux différemment, mais pas plus que le gazole ou l'essence. Les dangers sont juste un peu différents. Mais c'est beaucoup moins explosif, par exemple. Hein. Aujourd'hui, si on voulait... mais on pense que c'est difficile à introduire dans la voiture de tout le monde et en ville aujourd'hui. Si on voulait introduire aujourd'hui en ville l'essence et le diesel, peut-être qu'on n'y arriverait pas. Malheureusement, ils sont déjà là, donc voilà, on fait avec, mais on essaye de s'en débarrasser, mais voilà, ça va prendre un moment. Mais on n'arriverait peut-être pas à les introduire. Là, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, on pense qu'on peut l'utiliser dans les moteurs, les turbines, les piles à combustible. On peut l'utiliser directement ou avec un craquage partiel. On l'utilise depuis un siècle. On pense surtout aux usages stationnaires dans l'industrie, la production électrique, les navires. Et puis, voilà, l'efficacité power to power est meilleure que les autres produits dont j'ai parlé, mais elle reste pas très bonne. Hein. Il faut pas Si on peut faire des batteries, c'est toujours mieux les batteries. Simplement, les batteries, c'est pour quelques heures, c'est pour quelques centaines de kilomètres. Quand on doit vraiment aller très loin ou stocker très longtemps, on a un problème avec les batteries. Mais l'efficacité, la quantité d'électricité qui est restituée qu'on a mise dans une batterie et qui est restituée est beaucoup plus grande qu'avec ces procédés chimiques. Donc voilà, il ne faut pas perdre ça de vue, jamais. Les gens qui vous disent on va vers une économie de l'hydrogène où tout va être dans l'hydrogène, non, sûrement pas, parce que ce serait un gaspillage immense. En revanche, qu'il y ait des applications sur lesquelles on aura besoin d'hydrogène, oui. Voilà, et cet hydrogène, je reste convaincu qu'on va aller le chercher là où les ressources sont extrêmement abondantes et les usages extrêmement faibles. Alors qu'on a d'autres régions du monde où on utilise beaucoup d'énergie, peut-être trop, et où on a des ressources renouvelables qui sont nettement moins bonnes. Comment transporter ça? C'est la question que se sont posées les Japonais. Il faut que j'avance. Ils ont examiné plusieurs filières. Ils veulent l'amener du Proche-Orient ou surtout d'Australie à partir des renouvelables ou de fossiles avec capture du CO2. Mais de plus en plus, on voit que ça va être les renouvelables. Ils ont examiné trois façons, l'hydrogène liquide, les hydrides organiques et l'ammoniac. Et de plus en plus, ils penchent pour l'ammoniac qui a l'avantage d'être très versatile puisqu'on peut l'utiliser directement sans extraire l'hydrogène physiquement, sans séparer l'hydrogène. Et donc, on économise une étape importante qui coûte cher. Donc, c'est très intéressant. Voilà, je vais peut-être passer rapidement sur ce qu'on peut faire en mer du Nord. En mer du Nord, on a un potentiel immense pour l'éolien maritime, mais le coût sera... Enfin, on ne voit pas que le coût va être nettement plus bas que les 55 €, 60 € qui font qu'on n'est pas encore vraiment compétitif par rapport à ce qu'on peut faire au Maroc avec un mélange de solaire et de vent ou en Australie ou dans d'autres régions du monde. Voilà. Donc on peut utiliser cette électricité pour faire plein de bonnes choses dans la sidérurgie, dans l'électrification, dans les centrales thermiques, etc., dans le chauffage et les transports. Mais probablement pour des produits transportables, on va plutôt aller les chercher plus loin parce que ce sera quand même plus rentable et on va créer des marchés nouveaux. Alors, sur les transports, hein, nous pensons que l'électrification est là aussi le maître mot sur les transports, qu'il y a plein de solutions, que les bus à hydrogène, ça ne s'impose pas parce qu'on peut faire des bus électriques, on peut faire des tramways, on peut faire des trolleybus. Même pour les camions, on peut faire des camions qui seraient alimentés en route par des caténaires, etc. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux une voiture à hydrogène gazeux avec des piles à combustible ou est-ce qu'il faut mettre dans les voitures actuelles un carburant fait avec de l'hydrogène, par exemple biocarburant augmenté avec l'hydrogène et qu'on met dans un réservoir normal? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Pour les bateaux, on pense que ça va être l'ammoniac et les biocarburants. Et puis surtout, ça va être les biocarburants augmentés, probablement comme la meilleure solution pour les avions, où là, on a un problème de densité volumétrique et gravimétrique qui fait qu'on va quand même avoir besoin là, de produits carbonés, alors que sur les bateaux, on n'en aura pas forcément besoin.
Les bâtiments, est-ce qu'on a besoin d'hydrogène dans les bâtiments? C'est le grand dada de Gaz de France aujourd'hui, de dire on n'aura que du gaz renouvelable. Nous, on pense que l'électricité, encore une fois, va être préférable dans la plupart des cas avec les pompes à chaleur. Ceci étant, il y a une grande irrégularité saisonnière. Et si on veut vraiment répondre à toutes les pointes de demande avec des pompes à chaleur, on va quand même devoir surbâtir le système électrique, l'augmenter considérablement. Surtout que les pompes à chaleur sont quand même moins efficaces quand il fait très froid. Pas de chance. Donc, l'idée d'utiliser les réseaux de gaz existants pour mettre dedans soit de l'hydrogène pur, soit du méthane de synthèse, soit déjà mettre un peu d'hydrogène dans le gaz existant, soit du biogaz, soit un mélange de tout ça, n'est pas forcément une idée stupide. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer tout le gaz actuel par du gaz renouvelable, mais une fraction, ça pourrait venir en appui d'une électrification assez importante du bâtiment, en évitant le surcoût de bâtir trop pour des usages trop peu fréquents dans l'année. En conclusion, la baisse rapide du coût des renouvelables ouvre des perspectives nouvelles. L'électrification reste le maître mot pour atteindre nos objectifs. Et j'espère que vous en êtes convaincus avec moi. L'hydrogène vert va permettre de compléter cette électrification. Et en gros, on peut dire les critères, c'est longue distance ou longue durée de stockage. Sinon, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais ça joue aussi un rôle qui est de permettre d'aller chercher des ressources supplémentaires là où elles sont extrêmement abondantes et où elles seraient inutilisées si on n'allait pas les chercher pour répondre à nos besoins énergétiques. Je vous remercie de votre attention. Je suis prêt.